plus d'utilité publique avec plus de 30 années d'expérience. Et pendant ces 30 années d'expérience, ce sont 140 000 entreprises qui ont été accompagnées et financées. L'ADI, c'est un réseau, alors un réseau d'antennes et de permanence sur le territoire métropolitain, mais également dans les départements et communautés d'outre-mer, donc la Martinique, la Guadeloupe, mais aussi voilà, on est en Guyane, Réunion, Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Vous allez retrouver au sein du réseau de l'ADI des femmes et des hommes, donc des bénévoles spécialistes de la création et développement d'entreprises, et plus de 550 permanents présents partout en France. Qu'est-ce que nous proposons à l'ADI? Des webconférences, mais également du conseil, de l'accompagnement, des solutions de financement et des solutions d'assurance pour vous protéger votre activité, et tout ça au service de la réussite de votre entreprise. Sans plus attendre, je vous propose, je laisse la parole à Pierre. Merci Jean-Michel. Voilà, j'attendais simplement que la diapo s'affiche. Petit délai technique. Bonjour à tous. Ravi de vous avoir tous pour échanger autour du crowdfunding, des bonnes pratiques et puis de la plateforme KissKissBankBank. Je vais commencer peut-être par une petite introduction de comment va se dérouler ce webinaire. L'idée, c'est d'en faire aussi un espace interactif avec les possibilités qu'on a avec le chat. Donc, je vous propose dans un premier temps de faire une présentation de KissKissBankBank. Je m'arrêterai après l'introduction et puis entre la première et la deuxième partie finalement pour faire une toute petite session de questions. Donc je vous demanderai de les garder pour ce moment-là, ce sera plus simple pour traiter. Et ma présentation ne durera pas l'heure et demie, donc on aura le temps à la fin d'échanger sur toutes les questions particulières que vous pouvez avoir. D'avance, n'hésitez pas à les poser. Souvent, on a une question et ça répond à de très nombreuses pour d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir. Pour commencer très rapidement, KissKissBankBank, qu'est-ce que c'est? KissKissBankBank, c'est la plateforme pionnière du financement participatif. Ça a été fondé en 2009 par 3 personnes qui s'appellent Ombline Lelasseur, Vincent Accordo et Adrien Aumont. Au départ, elle était réservée uniquement aux projets musicaux, mais très vite, elle s'est élargie à tout type de projets, qui soient créatifs, innovants, solidaires, et quel que soit leur statut. Le but de cette plateforme, c'est d'être une plateforme donc, de crowdfunding qui permet à des porteurs de projets d'aller collecter des fonds auprès de leur communauté. C'est bien ça qu'est le crowdfunding, c'est le financement par la foule, c'est des personnes qui sont engagées auprès d'un projet, qui partagent les valeurs et qui viennent financer tout ou en partie de ce projet-là. Un petit retour historique sur le crowdfunding qui est toujours amusant à faire. Une des premières campagnes de crowdfunding les plus connues, c'est la campagne du socle de la Statue de la Liberté. Donc la Statue de la Liberté à New York, je pense que vous le savez, elle a été offerte par les Français à la ville de New York. Mais il y avait uniquement la statue et il n'y avait pas le socle. Et la mairie de New York à l'époque n'arrivait pas à s'entendre entre républicains et démocrates pour payer ce socle. Et une personne qui s'appelait Monsieur Pulitzer, qui avait un titre de presse à l'époque, qui maintenant a un prix qui porte son nom d'ailleurs, a fait appel aux dons dans son journal et a demandé à toutes les personnes d'envoyer des dollars au siège du journal. Toutes les personnes qui donnaient avaient leur nom dans le journal du lendemain. Et les très gros donateurs ont leur nom qui est écrit sur le socle. Donc voilà. C'est assez marrant et on voit qu'ici, on a les prémices du financement participatif. C'est des personnes, des New-Yorkais, qui voulaient que cette statue soit dans leur ville. Finalement, je pense que l'histoire leur a donné raison. Et qui se sont engagés pour trouver une source alternative de financement pour que ce beau projet voie le jour. C'est à ça que marche le crowdfunding. Ça a évolué au cours du temps. Il y a eu des plateformes qui se sont créées et qui permettent de rendre ce type de financement réellement ouvert à tous. Si à l'époque, il fallait un titre de presse pour pouvoir faire ce type de financement-là, maintenant, grâce à la dématérialisation et grâce aux plateformes qui se sont créées comme KissKissBankBank, on peut présenter son projet de façon très simple sur un site. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'il faut avoir des compétences particulières ou non? Et finalement, oui, ça marche très bien. Depuis 2009, il y a plus d'1,6 million de personnes qui ont contribué sur des projets sur notre plateforme, près de 21 000 projets qui se sont financés, plus de 100 millions d'euros collectés. C'est des éléments qui marchent et ça marche également puisque derrière une plateforme, il y a toujours des personnes, on y reviendra un petit peu plus tard, mais on va être là pour accompagner les porteurs,
pour leur donner les clés de réussite comme on fait un petit peu aujourd'hui, pour que leur campagne réussisse et pour qu'on arrive à mobiliser ces citoyens engagés autour de nous, proches ou moins proches, qui partagent nos valeurs et qui veulent nous aider dans l'impulsion du projet. Je vous ai déjà expliqué la genèse et le but de la plateforme maintenant depuis plus de 10 ans, c'est d'accompagner l'ensemble de ces porteurs, l'ensemble de ces projets engagés pour essayer à notre échelle évidemment d'avoir un impact positif sur la société. Il y a une étude d'impact qui a été faite d'ailleurs et il y a plus d'un projet sur 3 qui va être pérenne après la campagne, il y a des emplois qui sont créés, il y a de nombreuses associations qui ont perduré grâce au crowdfunding et qui ont un réel impact direct sur leur territoire, et idem pour des entrepreneurs qui se créent, qui utilisent ce mode de financement pour booster leur activité au départ. KissKissBankBank & Co, pour vous présenter aussi très vite, comme ça vous avez tout le panel, ce sont 3 plateformes complémentaires. C'est d'abord KissKissBankBank, le cœur du sujet aujourd'hui, mais pour votre information, il y a aussi Lendopolis, qui est une plateforme de prêt spécialisée dans les énergies renouvelables, et enfin Goodid, qui est une plateforme de dons gratuits. Je vous encourage d'ailleurs à aller télécharger l'application ou voir après la conférence. C'est une façon très simple de faire des dons. En regardant des publicités très courtes, on va financer directement une action concrète d'une association sur le terrain. Comme je vous le disais, à KissKissBankBank, on s'engage pour les projets. On essaie d'avoir à notre échelle l'impact sur la société. Et nous sommes, si on peut résumer un petit peu cette introduction un peu tortueuse, KissKissBankBank, qu'est-ce que c'est? On souhaite offrir les outils digitaux à des porteurs de projets créatifs, innovants et solidaires, ou entrepreneuriaux évidemment bien entendu, pour leur permettre de fédérer leur communauté de la meilleure des façons possibles, et ainsi récolter des fonds pour que leur projet voit le jour ait une nouvelle dimension ou puisse perdurer, etc. La partie suivante, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet d'une campagne de crowdfunding avec toutes les bonnes pratiques et toutes les clés. Donc si vous avez des questions sur la genèse de KissKissBankBank, sur qui nous sommes, sur où nous sommes, etc., n'hésitez pas à les poser dès maintenant dans le chat et ensuite j'enchaîne. Alors, pourquoi ce nom pour le moins original? Moi, c'est une question qui vient souvent. C'est beaucoup de facteurs. Finalement, une des 3 fondateurs signait généralement ses mails par cette fin-là. Donc, c'était aussi un clin d'œil à ça quand ils étaient en préparation. Et puis ensuite, c'était aussi un choix des personnes pour se démarquer un petit peu à une époque, à la fin des années 2000, où beaucoup de sites avaient des noms très courts. Finalement, là, l'idée, c'était de donner un nom plus long pour que ce soit une marque qui soit plus reconnaissante, et puis toutes les valeurs aussi qu'il y a derrière. On entend bien ce nom, on le comprend, on imagine ce que ça veut dire. Et bien sûr, c'est pas une banque, mais ça va s'insérer comme un complément de financement au modèle traditionnel. Je pense que c'était la seule question sur l'introduction. Donc, je me permets. Alors, comment se rémunère KissKissBankBank? Je vais aller revenir un petit peu après, mais c'est une très bonne question. Nous, on va se rémunérer sur la somme totale collectée lors d'une campagne. Une campagne sur KissKiss, quand elle va être lancée, il y a un objectif à atteindre qui va être fixé en une durée fixée. Et il va donc, et en cas de réussite de la campagne, c'est-à-dire que si l'objectif fixé au départ est atteint à au moins 100%, nous là, on va se rémunérer sur la somme totale collectée. On va prendre un pourcentage de 8%. Dans ces 8%, TTC bien entendu, il y a les frais de monétique qui sont compris également. Donc, tous les outils qui permettent qu'on soit un site marchand, qui évidemment, donc c'est un élément qui est sous-traité puisque c'est un métier à part entière. Donc pour une commission totale de 8% en TTC, uniquement en cas de réussite de la campagne, ça c'est important de le préciser. On reviendra un petit peu plus tard sur ce qu'est une campagne réussie sur KissKiss. Alors, toutes ces questions un petit peu plus techniques et fiscales, on va dire, je vous propose qu'on les garde pour la fin.
Je vais présenter là les clés et puis ensuite ces questions-là, je les garde pour la fin. Très bien. Pardon, excusez-moi. Si vous souhaitez mener une campagne sur KissKissBankBank, bien entendu, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est pour moi? Mais je pense que la réponse est oui. Pour quel type de projet est fait une campagne mais quel type de projet peuvent faire des campagnes sur KissKiss, pardon? Ce sont tout type de projets qui soient créatifs, associatifs ou entrepreneuriaux. Et attention, quel que soit son statut, on peut être en entreprise, on peut être en micro-entreprise, on peut être en particulier, une association, des collectivités territoriales, etc. La seule question qu'on pourra se poser peut-être, c'est est-ce que mener une campagne, c'est le bon moment pour moi? Dans le sens où placer une campagne de crowdfunding dans son projet, c'est un élément qui est bien à évaluer, notamment au niveau de la maturité de son projet. Je m'explique, si on a par exemple l'idée de monter un commerce de bouche, de type un restaurant, eh bien, c'est une très très belle idée de faire une campagne autour de ça, puisque ça va nous permettre d'avoir des fonds qui vont nous aider pour l'ouverture, donc comme par exemple pour construire, pour acheter du mobilier, pour acheter du matériel de cuisine, etc. Mais par contre, la campagne marchera d'autant plus si elle est intégrée au bon moment. Dans le sens, si on n'a pas encore le local, si on ne sait pas encore du tout où il sera, si on n'a pas encore du tout de notion des prix qu'on va pouvoir pratiquer, c'est peut-être un peu tôt pour mener une campagne de crowdfunding. L'idée, ça va être de pouvoir montrer le plus d'informations aux personnes qui vont vous venir financer et de vous pouvoir vous projeter le maximum et donc être le plus juste dans les fonds dont vous avez besoin grâce à la campagne. Ainsi, cette idée de maturité, elle est importante à prendre en compte et souvent, la campagne va s'insérer en fait en toute fin de son processus entrepreneurial. On a déjà presque tout, on sait où sera son local, on l'a presque signé finalement, on attend qu'une chose, parfois c'est les fonds finalement, et on va se dire, je sais qu'à ce moment-là, je vais pouvoir faire une campagne, soit pour accompagner l'ouverture et acheter du mobilier dont je n'avais pas besoin, soit parfois aussi pour avoir un apport supplémentaire qui me permettra d'avoir un prêt ou un prêt avec de meilleures conditions. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on insère la campagne. Ensuite, également, c'est bien sûr ouvert à tous les porteurs de projets et quel que soit le projet, mais on fait un petit peu attention aux projets en B2B. Si on est exclusivement en B2B, on est en droit de se poser la question si ce financement va être le meilleur pour son projet. On pense que oui, mais c'est simplement des campagnes qui doivent se construire différemment. Pourquoi? Puisque la majorité des contributeurs sur la plateforme, donc plus d'1 million, sont en très très grande majorité des particuliers. C'est un peu l'essence de ce mode de financement, c'est d'aller financer auprès de ses proches. Pardon, je vois une question de Mathilde. Pardon, excuse-moi. Le B2B, c'est lorsqu'on vend directement à une entreprise. C'est une entreprise qui vend à une entreprise et pas directement à des clients particuliers. Et je vois également une question de Zakia. Combien de temps mettez-vous pour valider un projet et sur quelle base vous validez ou pas un projet? Alors là, j'ai un petit peu expliqué avec le degré de maturité et puis on va dire la typologie du projet. On va dire non, on n'est pas forcément sûr que ce soit le bon moment pour vous de lancer une campagne. C'est pas une validation ou une non-validation. C'est plutôt on est là pour vous conseiller et ensuite dans le délai de mise en ligne, c'est bien sûr vous qui êtes maître. Nous, on est là pour vous donner les conseils pour que vous lanciez la campagne au meilleur moment, notamment sur des éléments qui doivent être construits pour la campagne, la page projet, les contreparties, dont on reviendra un tout petit peu plus tard. Mais on va pas être là pour vous bloquer. Si vous avez besoin de vous lancer dès maintenant, évidemment, on va vous accompagner au mieux pour que vous puissiez vous lancer rapidement. C'est notre but. Et de façon très pratique, sur notre site, on répond très généralement dans la journée ou dans les 48 heures aux projets qui soumettent à validation et on donne une réponse sous 48 heures. Alors, Bérénice, est-ce que c'est nous qui dites si on est mature ou pas? Nous, on va vous donner notre expérience du crowdfunding en vous disant peut-être qu'à ce stade du projet, c'est pas le meilleur moment de vous lancer. Mais ensuite, c'est évidemment un échange entre vous et nous, et on est là. Nous, on est vraiment là, encore une fois, pour vous aider à placer cette campagne au meilleur moment et à que cette campagne se déroule au mieux. Donc, c'est vous qui êtes maître. Et on va revenir aux 4, justement, ici, tout de suite, aux 4 raisons, aux quatre objectifs quand on fait une collecte. Et l'idée, c'est de cocher toutes ces cases pour se dire, oui, donc c'est maintenant que je dois me lancer. On va faire une campagne d'abord pour communiquer autour de son projet, autour de son entreprise. L'idée, ça va être de présenter l'intégralité de son projet sur une page projet de KissKissBankBank. On va présenter qui on est, on va présenter son projet, on va présenter ses valeurs, ses idées et pourquoi on a besoin des fonds.
et comment on va utiliser la somme collectée qu'on va demander. Donc, si on reprend la question sur la maturité, si on n'a pas encore l'idée et comment on va utiliser, par exemple, les 4 000 € qu'on va aller collecter, eh bien, c'est peut-être un peu tôt, puisque les personnes qui vont vouloir venir financer, ils auront besoin de savoir combien et comment, pardon, leur don va être utilisé, ce qui est naturel. Ensuite, l'autre intérêt d'une campagne de crowdfunding, ça va être de renforcer, d'agrandir et d'impliquer sa communauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant de lancer sa campagne, on va devoir constituer une communauté de potentiels contributeurs. Une communauté, qu'est-ce que c'est? Ça peut être ses réseaux sociaux, donc la page Facebook, si je reprends l'exemple du restaurant, donc la page Facebook de son restaurant, mais aussi peut-être un fichier client, puisque bien entendu, on peut faire une campagne pour le lancement de son projet, mais on peut aussi faire en cours de son projet. Hein. Donc ça peut être le fichier client qu'on a avec ses clients habituels, avec ses clients très habitués, avec ses clients ponctuels. On les connaît, on a peut-être leur adresse mail. Et puis également toutes les relations interpersonnelles qu'on a autour de soi qui font partie de sa communauté en tant que personne. Mais on sait très bien que quand on a un projet entrepreneurial qu'on porte, eh bien les deux sont parfois un petit peu liés. Et que cette communauté personnelle, elle va pouvoir être sollicitée pour mener la campagne de crowdfunding. Ensuite, le troisième intérêt de faire une collecte, ça va être de tester son projet auprès du public. Là, si je m'explique un petit peu, dans le modèle du crowdfunding sur KissKissBankBank, on présente son projet sur une page et en échange des dons, on propose des contreparties. Et ces contreparties, ça va permettre de tester son projet. Notamment, par exemple, si on est une marque, enfin si on a une petite, si on est une marque de textile ou une couturière, un couturier, et qu'on propose un vêtement, on va le proposer en contrepartie. Et si par exemple on a une veste bleue, une veste rouge, une veste jaune, et que toutes les personnes nous disent qu'elles préfèrent la veste rouge et qu'on a le plus de contributeurs sur la veste rouge, eh bien on va se dire que c'est celle-ci qui a le mieux marché, et donc c'est peut-être celle-là qu'on mettra le plus en avant plus tard, ou alors on fera plus de produits rouges. Voilà un petit peu, il y a aussi cette idée-là. Et enfin, dernier point, ça permet de diversifier ses sources de financement avec une solution simple et rapide. Comme je vous disais, le crowdfunding, on l'insère dans un calendrier entrepreneurial global. Le projet moyen est aux alentours de 4 000 € sur la plateforme, donc c'est très souvent évidemment un complément de financement, mais qui est très intéressant. Et dans le simple et rapide, c'est simple, on va dire peut-être presque entre guillemets, puisque ça demande un peu de préparation, mais une préparation qui permet de tester son projet, de renforcer sa communauté et de communiquer. Souvent, ça vaut le coup. Et rapide, puisque évidemment, ensuite, on a les fonds très rapidement, sous 4 à 5 jours ouvrés à la fin de campagne. Les fonds collectés sont versés avec notre commission qui est déjà prélevée, donc il n'y a pas de tracasserie administrative autour de ça. Je vais m'arrêter un petit peu puisqu'il y a quelques questions. Alors, Elena, pensez-vous qu'il soit nécessaire d'investir pour avoir une belle vidéo de présentation du projet afin que ce soit le plus professionnel possible? J'allais revenir un petit peu plus tard sur la page projet, mais c'est intéressant qu'on en parle ici. En effet, beaucoup de projets ont des vidéos. Je ne pense pas qu'il soit forcément nécessaire d'investir. Après, tout dépend de la dimension qu'on veut donner à son projet et de son objectif de campagne. Une vidéo, ça va vous permettre de très bien communiquer sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est quelque chose de très incarné où, en fait, on arrive à donner beaucoup d'émotions autour de soi. Après, ça peut être quelque chose fait avec les relations interpersonnelles qu'on a ou même voilà, autour de soi. Il est possible de faire une très belle vidéo d'une trentaine de secondes qui marche très bien. Le risque à trop investir avant la campagne, c'est que la campagne ait un coût qui soit un petit peu trop élevé par rapport à la somme collectée. Donc, il faut bien faire attention à ça. En revanche, si vous avez la possibilité et les moyens, oui, c'est toujours intéressant de mettre une vidéo. Là, voilà. En fait, il faut un peu peser le pour et le contre. On fait un calcul coût-bénéfice. On sait que j'ai une campagne j'ai une campagne très ambitieuse avec une très grosse communauté sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est intéressant que j'ai une vidéo professionnelle. Dans ce cas-là, oui. Sinon, si j'ai une campagne un petit peu plus, avec un montant à les collecter un petit peu plus faible, eh bien, dans ce cas-là, on peut se dire qu'on peut très bien faire une vidéo avec un ami à nous qui a un bon appareil photo et un micro et qui nous filme. Et ça marche très bien aussi. Voilà. Alors, ça, c'est un petit peu, si je continue, la participation au capital peut-elle faire partie de la contrepartie? Alors, non. Le modèle de KissKissBankBank, c'est du don contre don, dans le sens où on va, en échange des dons des personnes, on va leur proposer des contreparties qui soient symboliques, physiques ou expérientielles. Donc, par exemple, on va dire le nom des contributeurs sur le mur du restaurant. On va dire, si c'est physique, on va dire
en échange de 30 euros, vous avez une pièce de ma collection de chemises, enfin, de la nouvelle collection des chemises. Ou expérientiel, venez, je vous propose un cours de couture. Par contre, on ne donnera pas de part. Jules, est-ce que votre plateforme finance des startups étrangères en scaling up en France? Alors, c'est le crowdfunding, et notamment sur KissKiss et puis sur beaucoup de plateformes, en fait, ce ne sont pas les plateformes qui financent. Nous, on va être là pour être un lien entre la communauté du porteur, entre la communauté d'un porteur et lui. Donc, on va être ce lieu de rencontre qui permet de présenter un projet et de récolter des dons. Et d'un autre côté, on va être là pour conseiller sur ce qu'il faut mettre en place pour mener la campagne la plus adéquate possible et la plus réussie possible. Laurine, dans le cadre d'un e-commerce, si on a une communauté déjà un peu constituée, mais un site pas encore lancé, vous conseillez de lancer d'abord le site e-shop, puis la campagne de financement, ou les deux en parallèle? Cela va dépendre, cela va vraiment dépendre en fait, là, de votre calendrier, Laurine, et de ce dont vous avez besoin. L'idée, ça va être de pouvoir à minima, avant de lancer la campagne, de pouvoir montrer un petit peu des maquettes du site pour que la personne puisse se projeter. Et c'est bien, vous me faites une très bonne transition. Vous me faites une très bonne transition puisque ça me permet de venir rapidement sur les règles du jeu de KissKiss et sur ce qu'il faut avoir en tête avant de montrer sa campagne. Comment ça va fonctionner sur KissKiss, les règles du jeu? Le porteur de projet fixe évidemment sous nos conseils, et avec nos conseils, on est là pour vous aider là-dessus, un objectif à atteindre dans le temps imparti. Les collectes sur KissKiss vont durer entre 35 et 60 jours maximum. L'idée, c'est de garder ce temps court pour créer une dynamique de dons et de dire dépêchez-vous, et de dire on a 5 000 euros à atteindre en 35 jours, c'est le moment de donner maintenant. L'idée de ce tout ou rien, il ne faut pas en avoir peur, c'est une force. Hein. C'est ce qui permet aux porteurs, c'est ce qui permet aux personnes de se mobiliser, de donner finalement un petit peu plus, puisque ça va donner de l'importance à leur don. Et c'est bien hein, que le don moyen sur KissKiss, c'est environ 60 euros, pour le projet moyen 5 000 euros. Donc on voit que les personnes sont généreuses, et cet objectif, simplement, il va falloir le fixer en correspondance avec ses besoins financiers parce qu'ils sont toujours là, mais aussi par rapport à son potentiel de levée de fonds. Ce qu'on évoquait tout à l'heure dans la slide précédente, en fait, la communauté qu'on va aller mobiliser pour financer son projet. Et finalement, on fait ensuite des calculs mathématiques très simples. On sait que si on a 5 000 euros à atteindre minimum pour son projet, il nous faudra environ 80 contributeurs. Est-ce que dans notre communauté, on a ces 80 contributeurs potentiels? Et bien entendu, si ce tout ou rien, on a un minimum de 100% à atteindre, il n'y a pas de maximum. On peut aller jusqu'à 500, 1000, 10 000% ou 1 million de pourcents, évidemment. L'idée, c'est de fixer ce premier objectif, le minimum dont vous avez besoin et dont on a besoin pour valider le projet et pour que la campagne soit une réussite. On enlève tout le superflu. Et ensuite, on fonctionne par palier, généralement. On dit qu'avec 3 000 euros, on peut lancer dans de très bonnes conditions. Mais si on va collecter 5 000, on sera encore mieux, etc., etc. Et le but, c'est donc de valider, hein, évidemment, cette somme plancher et ensuite de continuer à mobiliser sa communauté pour que la campagne continue d'augmenter jusqu'à la fin des jours de collecte. Et une communauté en crowdfunding, qu'est-ce que c'est? Donc c'est comme on dit, hein, c'est toutes les personnes qui sont autour de soi. Et pour se préparer au mieux, on va même les trier selon les 3 cercles de communauté du crowdfunding. Les 3 cercles de communauté du crowdfunding, c'est quelque chose qui est autour de tous les porteurs et quelle que soit la taille et quel que soit le projet, c'est les 3 cercles interpersonnels qu'on a autour de soi. On va commencer par les liens forts. Les liens forts, c'est ce qu'on appelle le cercle 1, c'est le réseau très proche. Finalement, ce sont ses amis proches, ce sont sa famille et ce sont ses clients très fidèles, par exemple. Et donc, eux, on peut les identifier un par un et on peut les lister nommément. On sait qui ils sont exactement et on va les contacter en tout début de campagne pour qu'ils viennent impulser
pardon, excuse-moi, pour qu'ils viennent impulser la mécanique et qu'ils viennent donner les premiers pourcentages. Donc généralement, jusqu'à 10% de collecte, on ne va ne parler qu'à eux, puisqu'il n'y a que eux qui pourraient être contributeurs. Et ensuite, on va avoir le cercle 2. Le cercle 2, ce sont tout ce qu'on appelle les amis d'amis. Donc c'est finalement les proches de nos proches, on va dire, et qu'on peut toucher grâce au relais que nos amis font de la campagne, et puis toute sa communauté sur les réseaux sociaux et par mail. Et ensuite, ça ne concerne pas tous les projets, mais il y a le grand public. Donc le grand public, c'est des personnes qui ne nous connaissaient pas du tout au départ et qui vont être au courant de la campagne, soit par un relais presse, soit par le relais d'un partenaire, soit par le relais d'un influenceur, etc., ou d'un collectif ou d'une association partenaire, etc., qui va nous relayer auprès de personnes qui ne nous connaissaient pas du tout. Si on termine très rapidement cette slide, pardon, parce qu'on en revient sur cet objectif qu'on doit fixer avec les besoins financiers qu'on a, l'analyse un petit peu de sa communauté et ce calcul de dire, d'accord, j'ai un objectif à 3 000 euros avec un don moyen aux alentours de 50 euros, donc il faudra environ 60 contributeurs pour aller valider cette collecte. Est-ce que je les ai bien autour de moi? On va voir que, en fait, le fonctionnement, si on prépare bien tout ça, on a très très peu de chances de rater puisque le taux de réussite en crowdfunding sur la plateforme est de 65%, mais ce chiffre, il est à travailler un petit peu, on va dire, puisque dès qu'on dépasse 3 contributeurs, on a un taux de réussite de plus de 75%. Ce qui veut dire que lorsqu'on arrive à bien lister les membres de sa communauté, à raisonner un petit peu en cercle et de dire je sais que j'ai tant de proches là, et qu'on arrive à les solliciter et à en solliciter au moins 3, finalement c'est pas tant quand on se pose posément et qu'on se dit oui, donc j'ai 3 personnes à aller solliciter, et bien là on a plus de 3 chances sur 4 de réussir. Donc c'est à ce moment-là, on peut se dire que, voilà, que ça devient tout à fait réalisable et à la portée. Si j'ai une question de Cécile avant de passer à la slide suivante, est-ce qu'il vaut mieux commencer 5e ou plutôt à partir de 50? Cécile, je me permets de ne pas très bien comprendre la question. Si vous voulez la réécrire, n'hésitez pas. Ah, 5 euros. Ah, pour l'objectif de campagne? D'accord. Alors, pour l'objectif de campagne, 5 euros, c'est très très modeste. Je pense que il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas d'objectif type ou exact. L'idée, c'est vraiment de partir de ses besoins financiers et de dire est-ce que la campagne peut me permettre d'y aller? Dans le sens, si pour l'ouverture de votre boutique, vous avez besoin d'impérativement 3 000 euros, et bien en fait, l'objectif de campagne, il faudrait que ce soit 3 000 euros. Et bien voir évidemment si vous avez une communauté assez large pour aller atteindre cet objectif-là. Sinon, c'est qu'on en revient un petit peu à ce qu'on disait au départ sur quel est le bon moment de lancer la campagne. Et ben, c'est de se dire, bah non, en fait, moi je sais qu'avec ma communauté, je peux aller collecter plutôt 1500 euros. Donc j'ai 1500 euros à aller trouver ailleurs. Et ensuite, je viendrai compléter avec le crowdfunding. Ou alors, je sais que je vais collecter 1500 euros en crowdfunding et que j'aurai encore, à minima, 1500 euros à aller trouver ailleurs. Pardon, c'était pour les dons, donc j'imagine pour les contreparties. Je vous propose qu'on y passe tout de suite. Justement, on va y aller, on va aller à cet élément tout de suite au niveau du parcours, justement, du parcours d'un porteur de projet sur KissKiss et finalement des 4 étapes principales qu'on fait avant de se lancer. Et là, on va pouvoir basculer, je pense, l'ensemble des sujets, des 4 étapes principales, le travail préparatoire d'une campagne de crowdfunding. Pour commencer à préparer sa campagne, on va préparer une page projet. Une page projet sur KissKissBankBank. Qu'est-ce que c'est? C'est une page où vous allez présenter l'intégralité de vos éléments. J'ai expliqué très rapidement au départ. Là, on va un petit peu rentrer dans les détails. Donc, on va présenter toutes les dimensions de son projet. Et c'est une page qui a 4 piliers principaux. On va d'abord avoir un visuel de couverture. Ce visuel de couverture, c'est l'image qui sera visible et sur le site et lors des partages, sur les réseaux sociaux notamment. Donc là, l'idée, c'est de le choisir évidemment en lien direct avec son projet, qu'il soit beau, puisque c'est un petit peu la vitrine du projet. Et par exemple, si on a une marque, c'est bien qu'il y ait son logo dessus, ou alors sa charte graphique, ou sa typo. Si on incarne réellement son projet, c'est bien qu'on se mette en photo dessus, etc. Le deuxième pilier, c'est le titre et le slogan. Le titre et le slogan, donc c'est évidemment quelque chose de court, c'est quelque chose qui doit un petit peu attraper le regard, on va dire,
Donc, votre titre idem, si s'il y a le nom de votre projet, c'est toujours mieux. Et ensuite, le slogan, l'idée, c'est de faire une formule d'appel à l'acte pour qu'une personne qui tombe sur ce partage-là voit directement qu'il doit agir et que c'est une action qu'on mène en commun. Donc, soutenez-le, aidez-nous, participons ensemble à, créons-le, etc. Vous voyez, donc avec un verbe à l'impératif. Ensuite, on va présenter son projet sur une page projet qui est similaire à une page de blog finalement, avec deux grandes parties principales. Donc d'abord une présentation détaillée, où là, on va présenter plutôt en sous-partie l'ensemble des dimensions de son projet. Donc, qui sommes-nous? On se présente en tant que porteur de projet, on met une photo pour incarner la page, puisque c'est important en crowdfunding. Ensuite, on va présenter son activité, ce qu'on fait, ce qu'on a fait avant, ce qu'on fait maintenant, et ce qu'on va pouvoir faire en plus avec la campagne. On va présenter ses valeurs, qui sont en correspondance avec les valeurs des personnes qu'on va solliciter. Et on va faire cette présentation qui peut paraître assez longue, mais on va essayer d'aérer tout ça en mettant des graphiques, des photos du lieu. Si on doit financer des travaux, on met des photos avant-après, on met des plans d'architecte, on met des dessins, on met des infographies, etc. pour pouvoir donner le maximum d'informations factuelles possibles, tout en gardant une page qui soit agréable à lire et dynamique. Et bien entendu, comme on est en crowdfunding, on a un discours qui est un petit peu différent, donc on utilise toujours le je. On parle pas, alors on évite de parler de soi à la troisième personne en crowdfunding puisqu'on s'adresse directement à des personnes qu'on connaît de près ou de loin, en tout cas au départ, et c'est important qu'ils nous retrouvent vraiment. Et on utilise évidemment son discours habituel. Il ne faut pas surjouer en crowdfunding non plus, donc il faut qu'on soit à l'aise avec cette page-là. Et on va présenter tout ça, on va présenter tout son projet. Ce qui peut demander évidemment un petit peu de préparation, puisque le but, souvent quand on mène son projet en plus, nous on le connaît très bien, on en parle souvent, mais là l'idée ça va être de le résumer un petit peu, de mettre les éléments clés sur la page pour que ce soit compréhensible de tout le monde, et en même temps qu'il y ait suffisamment d'informations factuelles pour pouvoir convaincre les personnes de donner, et de venir soutenir par le don. Et là on en revient un petit peu à la maturité encore, finalement, et si on se dit, bah, j'ai besoin de donner le plus d'informations possible sur ma page pour pouvoir convaincre les personnes. Et donc, si ma collection de vêtements, je ne l'ai pas encore dessinée, je vais simplement attendre de la dessiner pour ensuite pouvoir en montrer les croquis pour pouvoir convaincre les personnes de donner. Dans la première grande partie de la page, on présente tout ça. Ensuite, dans la deuxième partie, on va présenter on va présenter à quoi servira la collecte. Et là, finalement, de façon très simple, on va faire un camembert qui va nous permettre de présenter la répartition de la somme collectée. Grâce aux 3 000 euros, il y a 20% qui vont servir à financer ça, 30% qui vont servir à financer ça, 40% cela, etc. Ensuite, vous présentez cela, on présente ça rapidement sur une page, vous soumettez la page à validation, vous nous l'envoyez, et des personnes chez nous, donc moi ou d'autres personnes, on répond directement et on vous appelle pour échanger avec vous justement, pour vous donner des retours sur cette page projet. Et on en profitera aussi, excusez-moi, c'est un élément que j'ai oublié à la partie précédente, pour échanger sur les contreparties. On a déjà eu deux contreparties là-dessus, deux questions là-dessus, pardon. Les contreparties, qu'est-ce que c'est? Ce sont le cœur du modèle, puisque c'est elles qui vont vous permettre d'inciter les personnes à vous soutenir et de les remercier pour cela. Les contreparties, c'est quoi, très précisément? C'est quelque chose, un cadeau, une expérience, un produit qu'on va offrir en échange du don de la personne. Ces contreparties, il faut les construire progressives et très principalement entre 0 et 100. Pourquoi? Parce que c'est là où il y aura le plus de donateurs, le plus de contributeurs. Avec un don moyen à 60 euros, on voit bien qu'il y aura le maximum de contributeurs entre 5 et 100 euros. Ici, on essaie de les construire progressifs, peut-être 5, 15, 30, 80, 5, 15, 30, 50, 80, 100. Et ensuite, on augmente de façon un petit peu moins proche. Pour ces contreparties, on va imaginer 3 dimensions principales. Les contreparties symboliques, une carte de remerciement par exemple. Les contreparties physiques, quand on propose directement son produit en échange. Là, l'idée, c'est évidemment de le proposer à un tarif qui soit proche de celui auquel on propose en temps normal ou auquel il sera proposé après la campagne, et de l'accompagner de valeurs symboliques en plus, donc comme une collection spéciale, un petit mot en plus, une petite attention. Et des contreparties expérientielles, comme j'expliquais aussi, venez me rencontrer, venons échanger.
le titre, le slogan, la page, les contreparties. Ça va vous permettre là de dire c'est bon, je pense que j'ai tout, je suis prêt à échanger aussi avec les coachs, nous qui sommes là pour vous accompagner. Et ensuite, on va revoir ces points-là avec vous, on va vous donner des idées, en plus si besoin, on va répondre évidemment à toutes vos questions s'il y en a, et puis on va finaliser ensemble la stratégie de communication pour préparer l'étape 3, qui est le lancement secret. Et cette stratégie de communication, on va donc réfléchir, on va valider ensemble le montant de l'objectif avec tous les détails que j'ai déjà présentés tout à l'heure. On va vous encourager, et vous allez le faire ensemble, et on va le faire ensemble, pardon, à cartographier, à lister cette communauté, toutes ces personnes que vous allez mobiliser pour préparer le lancement de la campagne. Le lancement de la campagne, c'est l'étape un petit peu finale, on est tout prêt, on a préparé sa page, elle est belle, on a préparé ses contreparties, on sait qu'elles vont intéresser les contributeurs, on a fixé son objectif de campagne, donc on sait qu'il va être atteignable puisqu'on a un petit peu travaillé dessus, on a pensé à y intégrer aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, la commission du site, puisqu'elle a un coût évidemment, donc il faudra toujours rajouter ces 8%, et ne pas hésiter à le mettre dans le camembert évidemment de collecte, et puis les frais annexes qui peuvent être liés à la campagne, le coût d'envoi des contreparties par exemple. Et une fois qu'on a préparé tout ça, on va être prêt à se lancer. Et avant de vous expliquer comment on se passe un lancement crowdfunding, je vais prendre un petit peu les questions parce que je vois qu'il y en a sur le chat. Alors, Sophie Parizeau, quelle est la différence entre Ulule et Tudigo? Écoutez, ce sont 3 plateformes qui fonctionnent sur le même modèle de dons avec contrepartie. Il y a des spécificités de chaque plateforme. Je suis plutôt là pour parler de KissKiss, donc je ne pourrais pas parler des spécificités des autres. Les spécificités de KissKissBankBank, je vous ai un petit peu expliqué au début, avec toute l'histoire de la création et les valeurs qui sous-entendent derrière et les engagements qu'on a et qu'on essaye d'avoir à notre échelle, bien entendu, hein, sans prétention, mais qu'on essaye d'avoir auprès de sur la société dans laquelle on vit. Et puis également, on est un partenaire, évidemment, je vous l'ai pas dit d'ailleurs, mais KissKissBankBank appartient à la Banque Postale depuis plusieurs années maintenant, donc qui est une filiale de la Banque Postale et donc qui est engagée aussi dans la démarche citoyenne de la banque et qui peut se voir notamment sur 2 gros appels à projets que nous avons et qui sont souvent les projets, voilà, par expérience, des projets un petit peu qu'on pourrait avoir avec l'ADI rentrent tout à fait dans ces cases. Ce sont deux appels à projets qui sont les coups de cœur de la Banque Postale et les coups de cœur de la Poste. Les coups de cœur de la Banque Postale, qu'est-ce que c'est? C'est chaque mois, la banque va sélectionner 2 projets sur KissKissBankBank qui sont citoyens, qui sont sur le territoire plutôt, qui sont citoyens et qui ont un impact direct auprès d'un public fragile, auprès d'un public ciblé, ou alors sur l'écologie, etc. Et ces 2 projets citoyens vont être mis au vote du public, c'est un vote bienveillant hein, bien sûr, mais au vote du public sur la page Facebook de la Banque Postale, et le projet qui gagne remporte la moitié de son objectif de collecte. Et il y a la même chose, un programme sensiblement pareil qui s'appelle les coups de cœur de la Poste. Donc là, c'est pour les femmes du numérique. Et donc, c'est 2 projets qui sont portés par des entrepreneuses qui sont sélectionnées par la Poste, qui sont évidemment relayées sur le Twitter de la Poste. Et il y a le même principe de vote. Et le gagnant remporte également la moitié de son objectif de campagne. Bérénice, comment présenter une nouvelle technologie ou un nouveau concept? Alors là, c'est une question qui est intéressante parce que ça revient aussi à la page projet, à ce qu'on peut montrer. Pour convaincre des contributeurs, il va falloir pouvoir en montrer sur son projet. Et donc parfois, on peut être bloqué parce qu'on n'a pas encore déposé de brevet ou autre. Donc là, c'est de trouver le bon équilibre finalement entre je montre suffisamment pour montrer à la personne que le projet existe vraiment et qui va réellement voir le jour grâce à son don, mais j'en montre pas trop non plus pour pas me mettre en danger. Enfin, pour pas me mettre en danger, pour pas qu'on me voilà, pour éviter tout souci. La contrepartie financière, alors ça c'était voilà exactement, hein, c'était 8% de commission. Combien de personnes faut-il mobiliser en moyenne pour ce premier palier, pour les proches? Alors, pour le cercle 1, tout va dépendre de son objectif de campagne. Et c'est très bien puisque les deux questions qui suivent sont de Laurine et de Myriam, merci, se complètent et vont permettre d'arriver au point 3, au lancement secret.
Combien de personnes faut-il pour mobiliser? Ça va dépendre de son objectif de campagne. Si on reprend un petit peu ce qu'on a fait dans la préparation avant et ce qu'on a évoqué ensemble, c'est les 3 cercles de communauté. On a listé tous les proches, on a identifié tous ceux qui font partie de ce cercle 1. Et pourquoi on le fait? C'est pas simplement pour se donner du travail à faire, mais c'est parce que lorsqu'on lance sa campagne, on ne communique pas tout de suite publiquement auprès du plus grand nombre une campagne à 0%. On va attendre qu'elle ait atteint 10, 15% de son objectif de campagne. Donc par exemple, si on a un objectif à 3 000 euros, on va préférer attendre d'avoir atteint au moins 300 euros avant de communiquer publiquement sur Facebook ou par mail. Pourquoi on fait ça? Puisque si on communique trop tôt à trop de personnes, on va amener beaucoup de personnes sur la page, ce qui est très bien, mais on aura peu de contributeurs parce que la campagne n'est pas suffisamment avancée pour convaincre les personnes qui nous connaissent peu. Et donc, pour répondre à votre question, Laurine, le nombre de proches qu'on va devoir mobiliser va dépendre de cet objectif-là. En tout cas, qu'on va être obligé de mobiliser, entre guillemets. Puisque tant qu'on n'a pas atteint ce 10-15%, ça va être très difficile de toucher un public un petit peu plus large. Et donc, lorsqu'on lance sa campagne, qu'on clique sur mettre en ligne tout simplement, on prépare cette phase de lancement secrète. On va envoyer un message, un mail, un texto, un message WhatsApp, un message Facebook, peu importe. Le but, ça va être de faire un message personnalisé, personnalisé un par un à toutes les personnes de ce cercle 1 qu'on a identifié. On évite évidemment toujours les newsletters. Voilà, je pense que je vous apprends rien, mais si on fait une newsletter assez proche, on va avoir beaucoup de personnes qui vont se dire oui, c'est génial, bravo, mais très peu de contributeurs, puisque naturellement, quand on reçoit une newsletter, on a tendance un petit peu, c'est humain finalement, à se cacher derrière les autres et à ne pas y répondre. Et alors que quand on reçoit un mail personnalisé, on est beaucoup plus touché parce qu'on a pensé à nous écrire directement, et on aura beaucoup plus tendance à donner. Et ensuite, évidemment, dès qu'on a atteint 10-15%, là, on va pouvoir communiquer publiquement sur Facebook, donc avec un post de lancement, ou par mail, etc. Et il y aura toujours des proches, si pour faire suite à votre question, Laurine, il y aura toujours des proches qui n'auront pas encore donné. Et bien évidemment, on va continuer à les solliciter. On a ouvert la campagne au plus grand nombre, mais s'il reste encore des proches qui n'ont pas donné, eh bien, on ne va pas hésiter à les relancer. C'est normal de devoir relancer les personnes pour donner en crowdfunding. Souvent, en tant que contributeur, on va donner, mais on a besoin qu'on nous le rappelle un peu. Parce qu'on dit toujours qu'on a du temps. Et l'idée dans ce lancement secret, c'est de bien dire aux très proches, justement, j'ai besoin de toi pour que tu donnes, et il faut vraiment que tu donnes tout de suite. Puisque c'est grâce à ce don que je vais pouvoir toucher ensuite le public plus large. Donc l'idée, c'est de bien les inclure dans la stratégie de collecte. Je vous rassure, ce lancement secret, généralement, ça se fait très vite. On dit entre 24 heures et 5 jours, mais 5 jours, c'est plutôt pour des projets, voilà, c'est soit pour des projets qui s'étaient pas très bien préparés finalement et qui mettent un petit peu plus de temps, soit pour des projets un petit peu particuliers. Si on a bien préparé, on a bien listé ses proches, on les contacte bien en amont, on les a même peut-être préparés un petit peu à l'avance en leur disant une semaine avant qu'on va bientôt lancer une campagne de crowdfunding et qu'on va avoir besoin d'eux. Souvent, si c'est nos proches, ils le savent parce qu'on leur parle de notre projet. En 24 heures, ils se mobilisent bien. Et puis on atteint vite ces 10% et on peut vite élargir auprès du plus grand nombre. Une fois qu'on a fait ça, alors toutes les questions sur... excusez-moi. Je vais continuer simplement sur le lancement et après je reviens sur les questions. Alors, pardon Mirella, vous avez aussi une question sur le cercle 1, je vais le prendre tout de suite. Est-ce que dans le cas où le concept a été lancé et que vos premiers clients sont vos proches, bien entendu que c'est du cercle 1. En fait, on dit amis famille, mais c'est de manière finalement très, très résumée, pardon. Et il y a aussi les clients fidèles. Les clients et les clientes fidèles, les clients ambassadeurs, on va dire, eux, ils font bien sûr partie du cercle 1. Et on pourra les mobiliser dès le début. On n'est pas obligé, ce ne sont pas que des proches interpersonnels. Et encore plus quand on a un projet professionnel, souvent on a des clients avec qui on a des relations un peu particulières. Eh bien, eux, ils font partie du cercle 1 également. Une fois qu'on a préparé, qu'on est sorti de ce cercle 1, on va communiquer auprès du plus grand nombre. Donc là, on va communiquer sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc. Par mailing aussi auprès donc des clients qui ne sont pas
qui ne sont pas des clients particuliers. Pour cela, l'idée, ça va être de communiquer 2-3 fois par semaine sur Facebook tout au long de la campagne, enfin 2-3 fois par semaine sur les réseaux sociaux tout au long de la campagne. Et l'idée d'avoir une communication tous les 3 jours pour continuer à amener des personnes sur la page. Ce qui fonctionne bien dans ce cas-là, c'est d'avoir un contenu, on va dire un contenu varié à partager. Si on se limite à un simple appel aux dons, ça va marcher au début, mais à la fin, on va être un petit peu moins lu. C'est naturel. Donc là, ne pas hésiter à parler de soi, à parler de la préparation, à parler de la campagne, à prendre en photo où on en est, à prendre une petite vidéo de remerciement, à demander à un contributeur de faire une petite vidéo, de dire pourquoi il a fait ça et de pourquoi il a donné et pourquoi il faut donner et que tout le monde doit donner. Voilà, imaginez des petites capsules, des petites choses qui permettent d'avoir un contenu varié. Également, pendant cette phase de communication, donc qui dure, vous voyez, entre 30 jours et 40 jours, quand on est sorti du lancement secret pour une campagne de 45 maximum, on va aussi pouvoir fédérer la communauté des contributeurs. On va utiliser les personnes, entre guillemets, on va se servir des personnes qui ont déjà donné pour être des ambassadrices auprès de nouveaux contributeurs. Et pour ça, on a un outil sur la plateforme qui s'appelle les actualités. Et les actualités, c'est une petite newsletter interne et ça va envoyer un mail à toutes les personnes qui ont déjà donné. Et donc, on s'en sert aussi pour partager du contenu, pour dire que là, on en est là, pour se prendre en photo, pour montrer l'avancée de son projet. Et on en profite pour leur dire de continuer à partager eux aussi autour d'eux et d'aller eux-mêmes convaincre des nouveaux contributeurs. Et c'est grâce à ça qu'on arrive vraiment à très bien aussi élargir son cercle d'eux, où on peut dire qu'il y a ces réseaux sociaux, on a dit qu'il y avait ces réseaux sociaux principalement et ces bases de données mail et tout son réseau lointain et tous ces liens faibles. Et il y a aussi les amis d'amis. Et bien, les amis d'amis en crowdfunding, on peut les toucher de façon très nette grâce aux actualités. Et on va inciter les personnes comme ça à les donner, en plus de pouvoir donner des nouvelles sur son projet et de montrer que la page est vivante. Nous passons à l'étape suivante. On a lancé, on est en train de communiquer, on fait des posts Facebook, des actualités, des publications sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc. Et on communique, on va dire, autour de son projet pendant toute la durée. Vous voyez qu'on écrit le mot communiquer plusieurs fois. C'est important en crowdfunding de parler de son projet et d'amener le plus de monde possible sur la page, parce que c'est grâce à ça qu'on aura le plus de contributeurs possible, notamment. Et puis, on essaie de communiquer efficacement avec des contenus qui peuvent intéresser les personnes qu'on touche. Et on en revient un petit peu, je me permets de revenir un petit peu sur l'intérêt de faire une campagne courte. Dans le sens courte, on ne fait pas une campagne de 15 jours, bien entendu, mais une campagne entre 35 et 45 jours maximum. Ça va permettre de garder du contenu, mais que ce soit pas trop lourd pour continuer à avoir du contenu intéressant à partager. On communique, voilà. Et ça finit, la campagne se termine. Comme elle a été bien préparée, qu'on l'a préparée ensemble, c'est une réussite. Nous, pour répondre à des questions que je crois que j'ai vu passer en 4 jours ouvrés environ, les fonds sont versés sur le compte associé au projet. Dans le cas, évidemment, où tous les documents administratifs nécessaires au paiement ont été remplis et validés avant, donc ça va assez vite. On vous verse la somme avec la commission déjà prélevée. Et vous pouvez utiliser rapidement, et vous avez accès rapidement en fait à cette somme qui a été, on va dire, qu'elle demandait bien entendu un petit peu de préparation pour mener cette belle campagne, plus la durée de campagne. Donc il faut compter, vous voyez, bien 1 mois et demi, 2 mois finalement, le temps où on se dit je vais faire une campagne et ma campagne est terminée, au minimum il faut compter ça. On compte quelques semaines de préparation et ensuite entre 35 et 45 jours de campagne. Et après, on a les fonds 4 jours après. Donc finalement, en quelques mois, on a tout réalisé. Et ensuite, quand le projet réussit, qu'on a eu les fonds, évidemment, on a une dernière étape à faire un petit peu, ça va être d'envoyer les contreparties. Les contreparties, on a échangé un petit peu dessus. Tout ce qu'on va proposer en échange des dons, on s'engage évidemment auprès des personnes qui nous ont soutenus à les livrer. Donc là, c'est bien d'avoir ça en tête. Et à la fin de campagne, vous téléchargez en fait de façon très pratique un fichier qui vous donne toutes les informations pour pouvoir transmettre les contreparties aux personnes qui vous ont soutenu. Vous savez combien elles ont donné et vous savez ce que vous devez leur envoyer. Pour construire ces contreparties, on doit les envoyer, donc c'est bien d'avoir en tête les frais d'envoi. Et évidemment, la plateforme vous permet de faire beaucoup de choses,
comme de proposer de la remise en main propre uniquement si vous avez un local ou si vous connaissez quelqu'un qui a un local qui peut vous le prêter, etc. Si vous avez des frais d'envoi très élevés, vous pouvez les mettre à la charge du contributeur, tout ou en partie. Vous pouvez choisir des zones de livraison. Vous pouvez vraiment vous arranger pour tout, pour que ces contreparties, pour que cette étape 7, elle soit la plus facile possible. C'est un élément de préparation qui est important aussi, qu'on peut avoir en tête. On a bien sûr le temps de s'en sortir pendant la campagne et après, parce qu'on n'est pas forcé de les envoyer le lendemain de la fin de campagne. On va donner une date aux contributeurs en disant un mois d'une année où on sera capable d'envoyer les contreparties. On essaie de rapprocher au maximum de la fin de campagne dans la mesure du possible. Mais il faudra quand même un petit peu en amont dire, voilà, je sais que je vais avoir toutes ces contreparties envoyées, je vais aller essayer d'estimer les coûts. Est-ce que je les prends à ma charge? Est-ce que je les mets à la charge du contributeur? Il faut que je l'intègre dans mon objectif de campagne, etc. Donc là, c'est un peu la dernière étape, ce qui vient un petit peu juste après la fin de campagne. On se félicite, on est très content d'avoir réussi, on peut féliciter tout le monde, mais on a bien cette dernière étape à faire. Et enfin, et ça c'est une étape qui est sans fin et qui peut durer toute la vie du projet, on peut continuer et on continue, et c'est encouragé de le faire évidemment puisque ça marche bien, à fidéliser les personnes et à entretenir et à échanger avec les personnes qui ont contribué. Et pour ça, vous pouvez leur envoyer des messages directement par la plateforme ou avec les mails que vous avez téléchargés. Vous pouvez continuer à poster des actualités. On en parlait dans l'étape 4, dans la communication autour de la campagne. Mais on peut continuer à poster des actualités pour leur parler, pour parler de l'avancée du projet, et on est toujours ravis d'en avoir. Il y a plein d'exemples personnels. Moi, je peux prendre mon exemple personnel où il y a quelques années, j'ai donné à un savonnier artisanal qui était en Haute-Loire, pour tout vous dire, et il a continué plusieurs années plus tard à poster des actualités sur son projet, et on a vu toute son évolution. Il est venu financer ses premières machines manuelles et puis sa première collection de savons. Et il en a parlé, il nous a envoyé des photos. Quand il a changé de local, il a fait une actualité, etc. Et donc on se dit, on voit vraiment aussi l'importance l'importance que peut avoir le crowdfunding et comme ça peut être un bel outil pour un projet. Et nous, en tant que contributeurs, on a un petit peu une fierté de se dire c'est un petit peu grâce à moi que ce projet est là et du coup je suis ravi de voir où il en est. Alors, donc faut pas hésiter à continuer à vraiment parler et puis idem si vous avez un peu de retard dans l'étape 7 on va dire, si vous avez un peu de retard dans l'envoi des contreparties, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Le but c'est simplement de tenir informé. Donc là vous faites une petite actualité en expliquant la situation, tout le monde comprend qu'on peut avoir du retard. Il suffit simplement de le dire. Voilà, j'ai un petit peu, je pense que j'ai balayé l'ensemble des sujets. J'ai essayé de tenir dans les délais pour avoir une demi-heure, de questions-réponses un petit peu plus précises. Je vous laisserai les poser si vous le souhaitez. Je vais mettre en fond de page quelques projets qu'on a accompagnés. N'hésitez pas à me poser des questions. Directement, des questions là même très personnelles auprès de vos projets parce que ça peut aider tout le monde. Et puis on a une demi-heure pour faire ça tranquillement. Voilà. Merci beaucoup Pierre, super pour cette animation, cette présentation. Alors je vois qu'il y a pas mal de personnes qui écrivent. N'hésitez pas à poser vos questions. Je n'étais pas descendu. Alors, je vais commencer par Elodie d'ailleurs. 45 jours maximum, il était écrit 60 dans un slide précédent. Alors, en effet, on peut aller jusqu'à 60 sur la plateforme. Nous, on aura tendance à conseiller 45 jours maximum, puisque c'est ce qui va vous permettre de garder ce temps court et de justement de ne pas créer de l'inertie sur la campagne et de ne pas envoyer des personnes sur la page qui se disent qu'elles ont le temps avant de donner et du coup, elles ont tendance à partir. Et après, c'est plus dur de les faire revenir. C'est pour ça qu'on conseille 45 jours maximum. Et aussi, comme vous l'avez vu, il faut communiquer autour de sa campagne et idéalement des éléments variés. Et plus la campagne est longue, plus on a besoin d'avoir d'éléments. Et donc plus c'est dur. Et puis, mener une campagne, c'est quelque chose d'hyper intéressant.
Mais ça peut être une charge mentale, faut pas l'oublier, ça demande du temps aussi. Souvent, on fait pas que ça, on y pense. Ça demande du temps de préparation, ça demande forcément du temps pendant, parce qu'il faut répondre à des messages, il faut être joignable, il faut expliquer aux personnes si elles ont des questions, etc. Et donc, on aura tendance à privilégier le temps un peu court, de 45 jours maximum. Bien entendu, c'est possible d'aller jusqu'à 60 parce qu'il y a des situations particulières. Et si on a un salon prévu qui tombe pendant la campagne et il est stratégique d'y être, eh bien, on va mettre 60 jours pour que ça tombe à ce moment-là. Il y a plein d'éléments qui font qu'on met 60 jours. Mais il faut avoir en tête que c'est pas forcément plus la campagne est longue, plus on va collecter. C'est pas corrélé. Somme imposable. Pardon, excuse-moi. Cécile, donc la somme imposable. Donc j'imagine que la question c'est est-ce que les fonds collectés via le crowdfunding sont imposables? Et bien là, ça va dépendre de plein d'éléments. Ça va dépendre du statut, ça va dépendre des fonds et de l'utilisation des fonds collectés en crowdfunding. Donc l'idée avant de se lancer, c'est de toujours s'orienter vers son service comptable, enfin vers son comptable ou son prestataire comptable compétent qui pourra donner toutes les réponses là-dessus. Il y a aussi il y a des articles sur notre FAQ qui vous expliqueront tout, avec des liens vers le site de l'administration fiscale. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que il faut savoir que les sommes collectées en crowdfunding peuvent être considérées comme du chiffre d'affaires, avec tout ce qui s'implique si pardon, excuse-moi, quand la contrepartie correspond directement à un produit qu'on vend. Pour les sommes collectées qui sont issues de contreparties qui sont purement symboliques, là, ça va être des produits exceptionnels. Donc, ce ne sera pas du chiffre d'affaires. Ça, c'est dans le cas où on est une entreprise. Quand on a un particulier, les sommes collectées en crowdfunding sont imposables sur le revenu. Donc comptablement, là j'ai un petit peu répondu, ça va dépendre en fait, ça va dépendre de le fléchage des fonds collectés va dépendre de la contrepartie qui est associée à ce fonds-là. Rassurez-vous, lorsque vous exportez, on va dire, lorsque vous exportez le fichier des contributeurs, vous avez toutes les informations qui vous permettent de flécher ces dons. Et vous savez exactement combien de fonds a récolté telle contrepartie. Et comme ça vous permet de bien flécher dans votre comptabilité. Faut-il créer une société? Alors non, il n'y a pas de statut particulier à avoir en crowdfunding. On peut être en particulier, on peut être en auto-entrepreneur, en micro-entreprise, en SASU, en SA, en ERL, etc. Il n'y a pas de statut fiscal particulier qu'il faut avoir. Alors, Damien, est-ce que la somme qu'on va collecter, on est tenu de l'utiliser ou c'est pour partir en vacances? Vous êtes tenu de l'utiliser. Écoutez, légalement, il n'y a pas de loi qui vont vous obliger, mais par contre, vous vous engagez auprès de l'ensemble de votre communauté à utiliser les fonds collectés pour presser votre CD. Donc, si au bout d'un mois, enfin au bout de 2 ans, elle vous voit en vacances dans les Maldives et puis elle ne voit pas son CD arriver, elle sera en droit de se poser des questions. Si on ne plaisante pas, sans plaisanter à ce sujet-là, c'est important de fournir les contreparties et d'effectivement réaliser le projet qu'on a fait en crowdfunding. Pourquoi? Simplement par honnêteté auprès des personnes qui nous ont soutenus, par honnêteté morale et intellectuelle d'abord, hein, à savoir que les premières personnes qui vont vous soutenir dans une campagne crowdfunding, ce sont les proches du projet et les proches du porteur de projet. Donc, ce sont vos proches. Et la question de se dire, est-ce que du coup, on a un intérêt à ne pas mener le projet qu'on a promis, entre guillemets, à nos proches. Voilà, il faut faire attention. Mais si on extrapole un peu cette question, c'est important quand on fixe ses contreparties et quand on définit son projet, de fixer des contreparties qu'on sait qu'on pourra délivrer. Quand même, on a ça en tête. C'est important de le faire. Par exemple, si on a un restaurant et qu'on propose en contrepartie un menu,
eh bien, si finalement le projet évolue parce que ça arrive et qu'on fait plus du tout de menu du soir, mais qu'on fait que des snacks les midis, bah, c'est important, ce sera important de proposer une solution à ces personnes qui auraient pris la contrepartie du menu, pour pas qu'elles se sentent lésées. Le risque après, c'est qu'une contrepartie qui est mécontente, elle va vous le dire, elle va vous poster des commentaires sur la page KissKiss, elle va vous demander un petit peu des explications, et on ne pourra que vous conseiller d'y répondre. Virginie, est-ce qu'on récupère tous les mails des contributeurs? Alors oui, vous allez récupérer les informations sur les contributeurs qui vous permettent d'envoyer les contreparties. Donc pour une contrepartie avec de la remise en main propre ou uniquement symbolique, vous aurez leur mail pour pouvoir les remercier, bien entendu, et pour pouvoir prendre contact avec eux, sachant que vous pouvez toujours leur écrire aussi directement via la plateforme. Ensuite, pour les contreparties où vous devez les livrer, bah là, on va récupérer et donc vous donner plus d'informations, donc l'adresse postale, le prénom, le nom et le téléphone. C'est des informations qu'on ne va pas demander dans le cas où il n'y a pas de livraison, puisque on en a pas, enfin, vous n'en avez pas besoin, et donc bien entendu, on ne va pas imposer, enfin, on va pas les imposer. Ces informations, vous pourrez les télécharger une fois la campagne terminée et réussie. C'est normal, hein, c'est des informations qui sont à vous, mais qui sont à vous et qui sont et qui pourraient être, enfin, et qui vous seront accessibles que lorsque ce sera utile pour vous. Si on désire faire un don à une association durant la campagne, est-ce que c'est bien vu, Clara? Alors, il y a des projets qui viennent reverser une partie de leurs fonds à une association. Enfin, voilà, c'est très bien vu. Ça va dépendre de votre projet, ça va dépendre du montant du don, ça va dépendre de la communauté. Euh, mais évidemment, si c'est une association avec une correspondance de valeurs ou avec qui vous avez un lien proche, évidemment que vous pouvez reverser une partie de la campagne à celle-ci. Alizé, y a-t-il de la TVA? Alors, de la TVA sur... alors, il y a deux choses. Nous, alors, toutes les opérations sur le site sont TTC. Donc, les dons sont TTC. Et nous, lorsqu'on vous verse les fonds, avec les 8% de commission déduite, c'est TTC. Ensuite, est-ce que la TVA est applicable pour les contreparties? Bah là, on va revenir un petit peu à la même spécificité du crowdfunding, ça va dépendre de la contrepartie. Anthony, est-ce qu'il est crédible de faire plusieurs campagnes à plusieurs moments de développement du projet? Alors oui, c'est toujours possible de faire plusieurs campagnes, c'est un équilibre à trouver. C'est un équilibre à trouver dans le sens où on revient un petit peu à ça aussi. On va avoir ce noyau de contributeurs qui vont être les premiers à se mobiliser, qu'on va devoir mobiliser en premier. Donc il ne faut pas non plus qu'ils soient sursollicités. Mais par contre, ce qui fonctionne très bien, c'est qu'il y a des projets qui viennent faire des campagnes de manière récurrente tous les ans pour financer une nouvelle collection, par exemple. Et il y a des projets qui, dans leur démarrage, viennent en faire une ou deux. C'est vraiment l'équilibre à trouver, ça dépend des besoins financiers que vous avez, de comment a marché la première campagne aussi. Mais ce qui peut très bien marcher, c'est de faire une campagne pour le lancement, par exemple, et puis ensuite d'en faire une pour le développement d'une nouvelle dimension de ce projet-là, etc. Donc, c'est des choses qui fonctionnent très bien. Et sachant que tous les contributeurs à la première campagne, et bien évidemment, ils vont être du cercle 1. Donc, en faisant ça, on a aussi déjà bien identifié qui seront ces ambassadeurs et qui seront les premières personnes qu'on va pouvoir solliciter. Est-ce qu'on peut dissocier le prix des préventes et de la livraison pour les 8%, Clara? Alors, non, techniquement lorsque vous faites payer la livraison au contributeur ou à la contributrice, ça rentre dans la somme totale collectée. Parce que c'est la somme totale qui est collectée. Et donc, et donc la commission sera prélevée sur celle-ci. Alors, Damien, avec votre expérience, vous avez probablement étudié le profil des donateurs. Pouvez-vous nous renvoyer une présentation qui permet de connaître leur motivation? Alors, Damien, excusez-moi, j'avais mangé votre prénom. On n'aura pas de présentation sur le profil des contributeurs. Pourquoi? Puisque en fait, ce n'est pas forcément une information intéressante à avoir quand on est porteur de projet. Quand on est porteur de projet, on veut toucher
la campagne va avant tout nous permettre de toucher, et c'est eux qu'on va cibler, sa communauté. Donc sa communauté, on la connaît. En tout cas, on peut la délimiter et on peut travailler dessus. Et ensuite, les contributeurs sur KissKiss, ils sont extrêmement variés, comme vous l'imaginez, puisqu'on a entre plus de 500 projets en ligne constamment, et parfois un petit peu, et souvent un petit peu plus, bien entendu, plus d'1,6 million de contributeurs, comme on disait, donc ils sont de tout type, ils sont de tout profil. Simplement, maintenant, avec la durée de vie de la plateforme, on sait que ce sont des contributeurs qui vont partager les engagements des projets qui sont sur KissKissBankBank et des engagements de la plateforme. Donc, c'est des contributeurs qui sont citoyens, qui veulent reprendre le pouvoir sur leur argent et qui veulent que leur argent ait une utilité aussi. Lamia. En termes techniques ou d'expérience utilisateur, votre plateforme peut-elle aider des fonctionnalités que des concurrents ne possèdent pas? C'est une question qui est très précise. Oui, dans l'éditeur des contreparties, vous pouvez faire des choses que vous pouvez faire que sur KissKissBankBank, comme par exemple rendre une contrepartie secrète ou exclusive. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous allez faire une contrepartie, vous allez créer un URL spécial pour cette contrepartie, et c'est une contrepartie qui sera visible que par les personnes qui passent par cette URL. Ça permet notamment de créer une très grosse exclusivité, par exemple. Vous avez 10 clients qui sont ultra ambassadeurs, ultra ciblés, et eux, vous allez leur envoyer ce lien-là en leur disant que la contrepartie est visible que pour eux. Et comme ça, on va les valoriser. On va créer cette relation particulière avec eux. Ensuite, toujours pour les contreparties, vous pouvez créer des codes cadeaux, dans le sens où vous partagez un code cadeau, soit une personne qui va relayer votre campagne, soit vous directement. Et les contributeurs qui ont ce code cadeau, lorsqu'ils vont le rentrer, ils vont avoir quelque chose en plus que vous leur proposez évidemment dans la contrepartie. Voilà un petit peu. Si je peux prendre deux exemples, comme on était sur les contreparties, ça permet de rester sur le sujet. Alors, Anaïs, j'ai besoin de fonds pour protéger ma marque auprès de l'INPI. Est-ce que je peux inclure cet objectif dans ma campagne ou cela ne fait pas partie des choses que l'on peut financer en crowdfunding? Vous pouvez tout à fait l'inclure, mais il ne faudrait pas que ce soit l'unique chose qui va être financée en crowdfunding. Pourquoi? Puisque ce qui marche bien lorsqu'on identifie des éléments qu'on va financer grâce à la campagne, c'est du très concret. En tant que contributeur, on aime bien pouvoir se projeter sur ce qu'on va financer. Et donc, par exemple, quand on a financé une machine à coudre, et quand on voit des photos de la machine, on se dit c'est grâce à moi. Voilà, on a un peu ce côté-là en tant que contributeur, et c'est bien de développer cela quand on est porteur de projet. Ça permet aussi, ça facilite la construction de la page, parce qu'on peut vraiment montrer ce qui va être financé. Donc c'est tout à fait possible, mais il ne faut pas que ce soit le cœur du projet. On essaye toujours il ne faut pas que ce soit l'unique chose financée par le crowdfunding, puisqu'on essaye toujours de mettre quelque chose des éléments physiques et palpables, c'est finalement ce qui marche le mieux dans le financement participatif. Par contre, ça peut tout à fait être une branche. Après, ce n'est pas parce que vous ne mettez pas que vous allez financer ça en crowdfunding que la campagne ne va pas vous en permettre de payer une partie aussi. La page de collecte, c'est une page de communication, donc on va mettre en avant certains éléments. Après, tout le monde le sait que l'argent qu'on va vous verser, il va arriver sur un compte bancaire. Et donc évidemment, cette somme collectée-là, vous allez l'associer à tel ou tel poste de dépense. Ça, c'est vous ensuite qui faites votre tambouille, entre guillemets, et c'est vous qui faites ce que vous voulez. Il faut simplement, évidemment, bien vous engagez finalement bien à bien financer ce que vous avez montré. Mais s'il y a des petits pourcentages d'écart, personne ne va venir regarder dans les comptes. Elodie, combien de paliers peut-on faire au maximum et combien en conseillez-vous? Alors, je pense donc en moyenne, les campagnes vont plutôt faire 2 ou 3 paliers. Voilà, 2, 3, 4 paliers maximum.
Après, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on ne va pas en faire tous les 500 euros. Et donc, c'est bien de commencer par faire un palier de 100%, un palier de 150% par exemple, et un palier de 200%. Et si on fait déjà ça, ça nous demande déjà beaucoup d'éléments à donner sur la page, hein. Et une fois qu'on a fait tout ça, si jamais ça marche très très bien et que ça dépasse de 100%, eh bien on en trouve un autre, on met 300% ou autre. Finalement, c'est pas je pense que deux ou trois, ça suffit au départ. Et tout petit point sur les paliers, hein, c'est vraiment c'est un mécanisme de finance, enfin, de présentation de campagne qui est intéressant parce qu'il permet de valider une somme minimum collectée. Et ensuite, une fois que celle-ci est atteinte, il faut continuer à bien communiquer sur le second palier. Et pour ça, on va simplement transformer un petit peu sa page projet pour qu'il soit bien mis en avant. Donc nous, on vous fournit par exemple des badges que vous pouvez afficher sur le visuel de couverture directement. On vous conseille de modifier un tout petit peu la page projet pour mettre plus en avant ce nouveau palier, etc. Et quand on fait ça, on va continuer à vraiment bien mobiliser et le rythme des dons ne va pas ralentir. Alors, Mireia, est-ce que ça pourrait marcher concrètement du e-commerce de vêtements? Alors oui, je pense que oui, ça peut très bien marcher. Vous pouvez tout à fait faire une campagne euh, pour, pour financer le site. Le but, ça va être, je pense que la préparation qu'il va falloir simplement faire, ça va être évidemment de chiffrer combien il vous faudrait pour ce site-là et de commencer et de préparer la page et de se dire, voilà, je sais que j'aurai besoin par exemple, de 2500 euros pour faire le site. Je sais qu'il va ressembler un petit peu à ça, donc vous pouvez déjà mettre un premier visuel. Ce serait intéressant d'avoir un premier visuel du site, une première image avec même juste les codes couleurs ou quelque chose qui se rapproche pour que la personne puisse se projeter. Et ensuite, vous avez de la chance puisque vous avez des contreparties qui sont presque déjà toutes faites. Vous allez proposer des petites contreparties symboliques au début et ensuite vous allez proposer vos vêtements. Et donc en fait, c'est en prévendant les vêtements sur la campagne que vous allez pouvoir financer le site. Donc c'est évidemment tout à fait possible. Et en plus, ce qui est bien avec les matériels, vous allez pouvoir créer cette communauté d'ambassadeurs et d'ambassadrices et vous pourrez par exemple leur donner des statuts un petit peu particuliers sur le site. Vous pourrez leur proposer de voir les nouvelles pièces que vous avez en avant-première, etc. Donc vous avez plein de contreparties, je pense, un petit peu sympas à construire. Donc c'est tout à fait possible de faire une campagne. En ayant en tête que c'est un petit peu plus dur, que les projets moyens, le montant des projets moyens dans l'immatériel est un petit peu plus faible que pour les autres projets. Pourquoi? Puisque c'est un petit peu moins palpable, hein, c'est ce qu'on disait sur les éléments qu'on met en avant dans le financement, c'est un peu moins palpable, et puis c'est un peu une image de gratuité aussi peut-être. Donc les montants moyens sont un petit peu plus bas. C'est pas très grave, hein, il suffit d'avoir ça en tête quand on fixe son objectif de collecte, et sachant que la campagne, elle est là pour récolter des fonds, mais aussi pour communiquer autour de son projet. Donc les deux dimensions sont importantes. Donc il n'y a vraiment aucun frein à ne pas lancer la campagne pour la plateforme. Alors, Zakia, est-ce que la communication sur le projet est essentiellement à votre ressort ou bien nous en prenons en charge? Alors, c'est vous qui allez pouvoir communiquer auprès de votre communauté. Et nous, on va vous conseiller de comment le faire. On va vraiment avoir ce rôle-là. Et ensuite, tous les projets sont bien entendu visibles sur la plateforme. Donc, il y a toujours des contributeurs qui se baladent et qui viennent donner pour des projets. Ça existe. Lorsqu'on pose son projet sur KissKiss, on va choisir des catégories et des engagements. Et donc, lorsqu'une personne va se promener, si elle est par exemple engagée dans l'écologie, eh bien, elle va voir tous les projets qui eux aussi sont engagés dans l'écologie. En fait, en faisant ça, on se place et potentiellement, on va pouvoir toucher des visiteurs de la page qui sont intéressés. Alors, Anaïs, dans le cadre d'une création d'entreprise, faut-il avoir déjà créé son site internet, page Facebook avant de lancer sa campagne? Site internet, pas forcément. Une page Facebook, c'est mieux. Si on en revient un petit peu à la communauté, ce qu'on disait, les trois cercles. Le cercle 2, donc les liens faibles, le réseau lointain. Le réseau social du cercle 2, c'est Facebook. C'est un réseau social qui marche encore très bien pour le crowdfunding. Donc, c'est bien d'avoir sa page. Pourquoi ça marche bien en crowdfunding? Parce que ça permet de communiquer directement avec les personnes. On peut échanger, on peut dialoguer, on peut se faire partager, donc c'est assez intéressant.
On peut créer un événement où on va avoir des intéressés, des participants, on va poster des choses dedans, ils vont avoir des notifications. Tous ces éléments-là qui font que que c'est vraiment un bon outil, donc c'est dommage de ne pas lancer sa page, avant de lancer sa collecte. Donc très fortement conseillé. Jean-Claude, le taux de TVA est de 20%, cela signifie donc que 20% de la somme reçue sera versée au fisc moins TVA sur contrepartie. Alors, non, pas exactement, pardon. Le taux de TVA, donc la taxe sur la valeur ajoutée, ça veut dire que lorsque vous aurez fini votre campagne, on va vous verser les fonds et la somme que vous allez recevoir, c'est la somme totale collectée moins notre commission de 8%. Et tout ça, c'est TTC. Donc, il n'y a pas la TVA qui va s'enlever de cette somme-là. Et dans la facture, vous aurez bien sûr, pour vous faciliter, le montant hors taxe. Alors, Ludovic, quel conseil vous donnerez pour un commerce qui a subi la crise? Est-ce qu'une campagne est intéressante? Alors, merci pour cette question. Oui, oui, je pense qu'elle est intéressante. On a d'ailleurs mis en place, excusez-moi, des appels à projets, des initiatives pour justement aider les commerces qui ont été en difficulté. C'est une question qui s'est posée à nous parce qu'on travaille beaucoup. On a un partenaire historique qui s'appelle les Chambres des métiers de l'artisanat et donc qui a été également touché. Ce que je pourrais conseiller de faire, et ce qu'on a conseillé de faire, et ce qu'on a fait notamment avec des librairies, avec tous des commerces qui ont été très impactés, c'est de faire des campagnes auprès des personnes qui vous suivent et de faire une campagne, et par exemple de prévente, en allant prévendre des prestations ou des produits que les personnes pourront venir acheter quand il y aura un retour total à la normale, on va dire. Et comme ça va vous permettre de récolter des fonds et de continuer à fédérer, en plus de contreparties symboliques. Donc oui, Ludovic, vous pouvez ne pas hésiter. Alors, Zakia, est-ce qu'on peut se passer d'une campagne secrète et lancer directement le projet au grand public? Alors, vous pouvez, bien entendu, mais ce ne serait pas forcément le plus stratégique. Pourquoi? Puisque quand on fait cette campagne secrète, c'est pas pour se priver, c'est pas pour se contraindre, simplement pour que lorsqu'on va lancer publiquement, ça marche le mieux possible. Si vous communiquez au plus grand nombre à 0%, vous allez avoir très très peu de contributeurs. Pourquoi? Parce que la campagne n'est pas suffisamment avancée pour convaincre des personnes qui ne vous connaissent pas. Ils ne seront pas prêts de donner, ils vont attendre de voir s'il y a d'autres personnes qui donnent. Donc en fait, on fait une petite stratégie où on garde ça secret pour simplement, lorsqu'on communique publiquement, une personne qui ne connaisse pas se dise waouh, ça marche très bien, moi aussi je veux en être. Moi aussi je veux faire partie de ce projet et moi aussi je veux soutenir puisque je vois qu'elle a déjà des soutiens. En fait, on fait cette petite stratégie. Merci Lamia pour le petit message. Alors Damien, on n'aura pas ces informations sur les donateurs simplement parce qu'on ne les récolte pas. Donc on ne pourra pas savoir la CSP du contributeur. On ne va pas analyser s'ils sont urbains ou ruraux, s'ils sont impliqués dans la société. C'est des informations qu'on n'aura pas et que lorsqu'on mène sa campagne, c'est pas forcément là-dessus qu'il faut se reposer. Une campagne, elle est avant tout pour aller toucher sa communauté, puis le grand public avec des relais qu'on a ciblés précisément parce qu'il y a une correspondance de valeurs. Et donc en fait, on va pas forcément besoin de savoir des informations si précises. En tout cas, c'est pas ça qui va nous aider en crowdfunding à mon sens. Alors, Mathilde, peut-il avoir plusieurs choix de contrepartie pour un même montant de dons? Alors oui, il peut tout à fait, et c'est une bonne idée. On peut mettre par exemple des options sur les contreparties, qui peuvent être par exemple des tailles. Donc à 50 euros, j'ai un pull plus un t-shirt, et je peux choisir la taille du pull et la taille du t-shirt. Ça, c'est une première chose. Ou alors, lorsqu'on fait un livre, eh bien, on a peut-être plusieurs couvertures possibles et on va proposer le choix dans la couverture. Lorsqu'on est illustrateur, on va faire une illustration et on va proposer plusieurs couleurs possibles, etc. Donc, c'est tout à fait possible et c'est des éléments qui marchent bien. Alors, Virginie, du coup, on parle de prévente où on propose nos produits moins chers que lorsqu'ils sont dispo en ligne.
Alors ça, pour les contreparties, lorsqu'on propose ces produits, on a le choix. On a le choix. Il y a seulement un écueil dans lequel il ne faut pas trop rentrer, c'est de les proposer plus cher. En tout cas, beaucoup plus cher. Si on les propose plus cher, une personne ne va pas être mobile, enfin, ne va pas être incitée à soutenir pendant la campagne, qui est le temps court où on essaye d'amener le plus de monde. Ou alors, si on vend beaucoup plus cher et que le produit n'est pas encore en ligne et qu'elle voit ensuite qu'il est moins cher pour ceux qui n'ont pas soutenu, bah, elle va peut-être se sentir lésée. Donc, ce qu'on fait quand on propose ces produits en contrepartie, on les propose soit un petit peu moins cher, mais il faut qu'on puisse le faire aussi, et parce que parfois les marges ne sont pas très élevées, soit on les propose au même prix et on accompagne de contreparties symboliques, d'une carte de remerciement, d'une étiquette spéciale si on fait des vêtements, etc. Si on propose un menu dans son restaurant, eh ben on va offrir le café, on va faire visiter la cuisine, on va avoir une petite attention en plus qui va donner de la valeur symbolique à ce produit-là ou ce service. Isabelle, très rapidement, sur les catégories, oui, on peut choisir jusqu'à 3 catégories. Excusez-moi, la question d'Isabelle, c'était peut-on placer son projet dans plusieurs catégories en même temps? Alors oui, tout à fait, on peut choisir 3 catégories. Alors, Laurine, et puis ensuite Elena, et je crois qu'on sera presque à la fin des questions. Est-ce vraiment le moment de lancer une campagne de financement alors que beaucoup de collectes s'organisent à destination des hôpitaux et des soignants? Est-ce que ça ne risque pas de paraître égoïste, même si ça se justifie? C'est une très bonne question, parce qu'on sait qu'on est dans un contexte particulier. Mais en fait, je pense que tout va dépendre de la campagne. Si si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, il y a eu énormément de campagnes, et naturellement, parce qu'il y a un vrai mouvement aussi citoyen euh, pour, euh, pour aider les hôpitaux, pour aider les personnes touchées directement, pour aider les aidants, pour aider les soignants, pour aider ceux qui étaient un petit peu en première ligne. Donc il y a eu beaucoup de campagnes qui sont construites là-dessus, qui ont évidemment très bien marché, puisque c'est une situation qui a touché l'ensemble de la société. Après, je ne pense pas qu'il faille nécessairement bloquer son projet pour ça. En ce moment, il y a des campagnes qui ne concernent pas du tout le Covid sur KissKissBankBank et qui fonctionnent très très bien. Pourquoi? Puisque on a aussi, puisque c'est une dimension de l'actualité qui a été très importante, mais qui n'est pas la seule. Et donc, votre projet, s'il doit vivre à ce moment-là et s'il doit se lancer à ce moment-là, moi, je pense qu'il ne faut pas se bloquer pour ça. Et que vous n'allez pas paraître égoïste de lancer maintenant. Et de toute façon, on ne paraît jamais égoïste dans le crowdfunding, puisque on marche avec du don avec contrepartie. Et donc, en échange des dons, on leur a préparé des attentions, soit des choses où on donne de notre personne, soit des choses où on donne de notre temps, soit des produits qu'on va vendre après, mais qu'on va leur proposer moins cher, ou avec des caractéristiques particulières, avec des choses en plus. Donc, on paraît vraiment jamais égoïste. On est vraiment, c'est un mode de financement qui permet de faire avec les autres et de faire ensemble. Et donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas se bloquer. Elena, pardon, est-ce qu'il y a des mois dans l'année qu'il vaut mieux éviter pour lancer sa campagne? Par exemple, le mois d'août. Ça va j'ai l'impression de répondre toujours la même chose. Mais oui, ça va dépendre de son projet. Si on n'a pas de contraintes, si on n'a pas de contraintes, on va dire, de calendrier, qu'on a un projet qui n'est pas du tout lié avec l'été, c'est peut-être pas forcément le plus stratégique de lancer le 15 août. Je vous cache pas. Idem entre le 24 et le 2 janvier, on évitera de lancer des campagnes. Sinon, il n'y a pas de mauvais mois, les taux de réussite sont les mêmes sur l'ensemble des mois de l'année. En août aussi, hein, les campagnes qui sont en août marchent très bien. C'est simplement qu'il y en a un petit peu moins. Mais après, ça peut être intéressant aussi d'être dans un mois de l'année où il y a moins de campagnes en ligne. Parce que du coup, on a un petit peu plus, on est naturellement plus en avant. Voilà. Mais vous pouvez, voilà, si vraiment il n'y a pas de contrainte de calendrier et que vous êtes en vacances, surtout en août, et que beaucoup de personnes de votre entourage sont en vacances et que votre communauté sera moins joignable à ce moment-là, vous pouvez tout à fait éviter le mois d'août. Et en évitant aussi de lancer le 1er septembre pour laisser les gens un petit peu respirer et rentrer et d'attendre au moins la deuxième semaine de septembre pour lancer la campagne. Super, je crois qu'il n'y a plus de questions. Si. Allez, Florin,
Mais en tout cas, merci pour toutes ces questions et toutes ces réponses. C'est vraiment très intéressant. Merci pour oui, toutes vos questions pertinentes et qui permettent de rebondir. Ah, Florent, pardon, Jean-Michel, je crois que Florent avait une question. Si le chat sera disponible dans l'enregistrement, oui, oui, c'est-à-dire que dans l'enregistrement, vous allez avoir le replay, donc vous allez avoir l'audio, vidéo, et vous allez avoir aussi tout le fil du chat. Je ne vous envoie pas le fichier Excel avec voilà toutes les questions, etc. Mais là, vous verrez, comme ça défile là, vous aurez exactement la même chose. Vous allez avoir la même vue. Bon, super, 16h27. Écoutez, super timing en plus. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Je tenais vraiment à vous remercier à toutes et à tous pour votre participation cet après-midi. Un grand, grand merci à Pierre et à KissKissBankBank pour cette présentation, pour ce webinar. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli virtuellement. Et puis merci pour toutes les questions très intéressantes. Et puis j'espère à bientôt. Je ferai passer, peut-être que je ferai passer par Jean-Michel notre adresse mail. Si vous souhaitez nous écrire, si vous avez d'autres questions un petit peu plus particulières, n'hésitez pas. Tout à fait, avec plaisir. N'hésitez pas à me communiquer des informations. Je les transférerai à tout le monde. Et je vous prends au mot, Pierre. À bientôt alors. À bientôt. Et aux participants également, à bientôt. Merci beaucoup. On se quitte là. À très vite. Au Merci revoir. beaucoup, au revoir.